Bonjour à tous, on va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que quelques autres personnes nous rejoignent. Voilà, quelques personnes arrivent. Bonjour aux nouveaux arrivants. On va démarrer. Bien donc, bonjour à tous, je suis Franck Eschenberger, je suis responsable de l'activité manufacturing au sein de la société Keonis et je suis aujourd'hui accompagné par Zakaria Tahali, qui est dans mon équipe aujourd'hui responsable de toute l'activité digital manufacturing. Donc, bienvenue pour ce webinaire de 45 minutes consacré donc à l'accélération de la transition numérique de la filière automobile en adoptant la continuité digitale au sein de l'atelier. Cette session est l'épisode 4 et fait partie, j'ai pas la main, Zach, si, ça y est, fait partie d'une série de webinaires donc, qui ont eu lieu lundi, mardi, mercredi de cette semaine. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ces différents webinaires sur notre site web. Et donc, commençons sans plus tarder par l'épisode 4, donc sur la transition numérique de la filière automobile, avec la continuité digitale au sein de l'atelier. Donc, rapidement, une contextualisation de notre webinaire du jour dans la filière automobile. On assiste aujourd'hui à des transformations majeures des tendances de l'industrie. Dans un premier temps, alors je suis désolé, mais la presse est principalement en anglais, mais on va retrouver un certain nombre de concepts que l'on connaît bien ici en France, de toute façon. La notion de smartification, où on assiste aujourd'hui à des produits de plus en plus complexes qui sont mis au point, multidisciplines, dans lesquels on va retrouver des activités liant la mécanique au monde électrique, à l'électricité, à l'électronique, et de plus en plus à des logiciels, donc des collaborations interdisciplinaires qui sont de plus en plus présentes au sein des bureaux d'études de la filière automobile. La notion d'individualisation aussi qu'on retrouve de façon très présente dans l'automobile. Par exemple, aujourd'hui, sur une chaîne d'assemblage, chaque véhicule qui passe est différent de celui qui le précède et de celui qui le suit. Donc, il y a des configurations spécifiquement mises au point en fonction de catalogues pour un usage précis, pour un utilisateur précis. La globalisation, c'est quelque chose qu'on connaît depuis de nombreuses années, où dans notre contexte automobile, c'est le concept de design anywhere, build anywhere. On a des centres de compétences et de développement de R&D qui sont un petit peu partout sur la planète et qui vont mettre au point des produits qui vont pouvoir être fabriqués presque instantanément, aussi bien au Brésil qu'en Chine ou que sur n'importe quel pays en Europe. On assiste aussi de plus en plus, et c'est lié à l'évolution des tendances actuelles, marche pas, vers les aspects verts que l'on retrouve de plus en plus et les aspects réglementaires liés à la transformation de l'écologisation. Donc, par exemple, où on assiste à la mise en place des normes Euro, par exemple, qui limitent l'émission de polluants, et ça impose des efforts de recherche considérables aux constructeurs, et à une tendance de fond à l'écologisation, pas facile à dire, de l'activité économique mondiale, qui est clairement en cours, et ça transforme les usages. On voit par exemple pour la première fois les ventes de véhicules hybrides qui en Europe sont supérieures aux ventes de véhicules essence au diesel. Et ça implique aussi des modèles disruptifs que sont en train de mettre la plupart des acteurs de ces filières. Je prends par exemple
le PDG de Michelin qui dit aujourd'hui que Michelin ne fait pas des pneus, mais des composites flexibles qui s'appliquent à plein de domaines, notamment par exemple aussi ils sont en train de travailler sur des voiles en composite flexible pour tracter les bateaux et qui a un impact par exemple à 20% de consommation de carburant en moins, ou dans le monde automobile aussi le PDG de Renault, Luca Di Meo, qui fait la Renaulution en transformant la société en acteur de services de mobilité et non plus un constructeur automobile tel qu'on le connaissait jusque-là. Et en termes d'innovation, là aussi, ça implique de plus en plus de choses, et notamment en travers des avantages compétitifs, et ça change ses usages et ça implique, donc toutes ces tendances imposent une transformation des acteurs industriels de cette filière vers une digitalisation et poussée en cela par des initiatives gouvernementales, comme on a pu insister en France avec Industrie du futur ou Industrie 4.0 par exemple. Et ces modifications, ces exigences modernes en matière de développement multidisciplinaire, ou ce qu'on appelle maintenant de plus en plus les jumeaux numériques, ne sont pas seulement réalisables avec ce qu'on avait l'habitude de faire, avec une approche centrée sur les aspects gestion de documentaire, par exemple. Donc, pour faire le lien avec l'atelier, on connaît bien le monde de l'engineering, où on va définir ce qu'on appelle le produit, donc dans ces environnements de conception, et on passe l'information vers le bureau des méthodes qui va définir, lui, comment on fait pour produire ce développement et où est-ce qu'on va pouvoir le produire. Et la plupart du temps, donc, on va devoir définir au niveau du bureau en amont, quelles sont les matières qu'on va utiliser, définir les appros, est-ce que je fabrique en interne ou est-ce que j'achète un produit déjà sur étagère sur le marché, quels sont les composants que je vais spécifier au moment où je vais choisir de le fabriquer en local ou de sous-traiter par rapport à ce qu'a défini le bureau d'études. Et ça implique donc évidemment dans l'environnement de l'entreprise différents acteurs pour pouvoir mettre au point tout cela. Et très souvent, aujourd'hui, ce sont des documents papier ou des documents de type Excel qui vont circuler dans l'entreprise avec tous les problèmes que ça peut engendrer lorsqu'une modification sur le produit en amont arrive sur la transmission de l'information tout au long de la chaîne de valeur. Et ça, ces informations-là, derrière, évidemment, elles vont être transmises à l'ERP ou à l'atelier. Et là encore, ça complexifie la chaîne de discussion et de transmission de l'information. Et très souvent, ces process-là sont encore très souvent mis au point de façon manuelle. Donc pour autant, la transformation digitale des entreprises, principalement des PME, PMI, dont il est sujet aujourd'hui, a déjà commencé en fait. La plupart des gens utilisent déjà des outils informatiques. Donc, que ce soit les outils de type Word, où on va faire un certain nombre de plans en Excel, où on va définir des instructions en PDF, ou des informations de type machine qui sont déjà des informations numériques. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne suffit pas, parce que la différence entre ces informations électroniques et digitales, je vais essayer de l'illustrer très vite dans ce qu'on connaît tous, par exemple avec un billet d'avion. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des cartes d'embarquement numériques, digitales, électroniques. Je peux télécharger cette fiche sur mon téléphone, puisque j'ai réservé ma place, et lorsque j'arrive à l'aéroport, je vais m'enregistrer, et puis je vais avoir cette information qui est accessible sur mon téléphone, en PDF par exemple, ou peu importe. Le problème, c'est que si l'information change en temps réel, par exemple ici, il y a un update dans l'aéroport qui est fait et la porte n'est plus la porte 31 et la porte 9, si je ne suis pas informé en temps réel de cette information, je vais avoir des petits problèmes. Et c'est ça la transformation digitale, c'est qu'il va y avoir une rupture d'information entre le temps réel et ce que j'ai sur mon téléphone, alors que si j'ai une application spécifique dédiée, connectée avec la mise à jour automatique, lorsque la porte est changée, j'ai l'information en temps réel, et si j'ai bien paramétré mon téléphone, par exemple, je vais avoir une petite vibration et une alerte qui va s'afficher, et je serai prévenu en temps et en heure. Ça m'évitera, en l'occurrence, de rater dans ce contexte-là mon avion. Donc on voit bien la différence dans le process entre des données qui sont bien des données digitales, avec ma carte d'embarquement que j'ai pu scanner ou mettre à disposition sur mon téléphone, avec une application qui, elle, va être connectée en temps réel avec l'aéroport et me fournir
l'information au bon moment. Dans l'entreprise, c'est à peu près la même chose. Et on retrouve aujourd'hui, au travers de ce que vous avez pu assister sur les webinaires précédents avec la fourniture de la 3D Experience, d'un environnement qui est certes électronique mais statique. On va passer donc d'outils comme Excel, qui sont des outils très statiques, vers des outils complètement digitalisés sur une plateforme live qui va me permettre de communiquer avec l'ensemble des intervenants de la chaîne. Sur le premier épisode que vous avez pu suivre lundi, on voyait justement la transmission de l'information tout au long de la chaîne de communication de cette entreprise, avec les suppliers ou avec le donneur d'ordre. Là, aujourd'hui, on va se focaliser plus spécifiquement dans le monde de l'atelier, avec cette notion d'élimination de silos et de transmission d'informations directes entre le monde du bureau d'études, le bureau des méthodes et l'atelier, avec un langage commun qui est d'abord la 3D, puisque c'est ce que pratique Dassault Systèmes depuis très longtemps. La 3D, c'est un langage universel qui est compris par tous, plutôt qu'un plan. Un plan, ça nécessite d'être formé pour pouvoir le comprendre. Un modèle 3D, il est compris de la même façon au Japon, qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Et cette digitalisation de l'information proposée par la 3D Experience aujourd'hui permet de s'affranchir de ces silos d'organisation que l'on va pouvoir trouver et donc de fournir la bonne information à jour à la bonne personne au moment où on en a besoin. Et on va insister un petit peu plus profondément sur ces sujets-là avec la présentation que Zach va nous faire maintenant. Merci Franck pour l'introduction. On va continuer pour rentrer un peu plus dans le détail de comment ça se passe exactement dans 3D Experience. Et on va parler principalement dans un premier temps de la model-based approach, donc comment on approche cette thématique-là, comment tout connecter à travers les différentes vues et les différents modèles. En fait, on va changer de centre de gravité. Enfin, on va changer on va changer de façon de faire. Le modèle 3D n'est plus le début et à la fin de l'histoire. En fait, il va se positionner en tant que centre de gravité. Et par où on va commencer? On va commencer par définir dans un premier temps les exigences. Donc, c'est principalement pour un supplier, par exemple, ça va être le cahier de charge que lui donne le donneur d'ordre. Ensuite, il nous manque encore des étapes pour se connecter à notre vue 3D. Il nous manque dans un premier temps la définition fonctionnelle de notre produit. Ensuite, définir des liens logiques pour connecter l'histoire, pour arriver jusqu'à la vue 3D. Et en fait, cette étape-là et toutes ces vues, ces modèles s'appellent l'RFLP. On va faire une symétrie pour se connecter au monde de la fabrication et on va avoir, dans un premier temps, la définition, la nomenclature de fabrication de notre produit, des gammes de fabrication, ce qu'on appelle le process, et ensuite, on va venir renseigner et encore enrichir notre modèle de données par des ressources qui vont venir être affectées à chaque opération. Donc, c'est important de définir cette philosophie, cette nouvelle philosophie-là, parce que c'est en fait l'épine dorsale de la 3D Experience. Elle va s'appuyer sur ce modèle de données pour donner à tout un chacun la liberté qu'il lui faut, avec bien sûr des sujets transverses qui sont le project management, le change management pour traquer et définir chaque changement qui va être opéré sur notre produit pour avoir une traçabilité parfaite, ce qui est hyper important, que ce soit dans toutes les industries, industries pharmaceutiques, automobiles ou aéronautiques. Et bien sûr, le configuration management pour gérer toutes les variantes et les options qui vont exister sur notre produit. Bien sûr, en fait, quand on dit que 3D Experience nous offre l'opportunité de se débarrasser des silos, c'est parce qu'elle permet à chaque département d'avoir sa propre indépendance, sa propre flexibilité, sa propre vision des choses. Et bien sûr, dès la phase de conception, l'utilisateur, il a la possibilité de travailler avec le modèle de données, certes unifié, mais celui qui lui convient, avoir des structures pluridisciplinaires et multidisciplinaires servant de base, en fait, pour le processus de fabrication. Donc, il n'y a plus d'étape de synchronisation, ce qui est hyper important. Il n'y a plus une étape hyper importante où tout le monde stresse
En même temps, quand il faut synchroniser la data et faire des revues interminables, cette étape-là n'existe plus. Et en fait, vu que tout le monde évolue, vu que tout le monde travaille sur la même structure et la fait évoluer, donc ça permet à tout le monde d'avoir ce qu'on appelle le même point de départ ou la single source of truth à tout le monde au même moment et au même endroit sur la même plateforme. Maintenant, nous allons nous intéresser à notre sujet principal qui est, on peut l'appeler de différentes manières. On peut l'appeler digital manufacturing, on peut l'appeler process planning, ingénierie des process. Mais il faut dans un premier temps définir quels sont les objectifs que nous attendons de cette approche-là. Donc, euh, la première chose qu'on peut s'attendre de cette nouvelle façon de travailler, c'est déjà d'accélérer l'introduction de nouveaux produits et de nouvelles variantes en fait, en maximisant la standardisation et en maximisant le reuse. Ensuite, ce qu'on attend aussi, c'est détecter et résoudre tous les problèmes dès le début du processus, dès le début du projet d'industrialisation, bien sûr, afin d'éviter les problèmes qui vont coûter, nous coûter très cher si on part sur une base qui n'est pas stable. Bien sûr, on va faciliter la collaboration entre tous les acteurs, etc. Toutes les équipes vont pouvoir, comme je disais, interagir sur la même base, ce qui va leur permettre de bien sûr collaborer plus efficacement. Et finalement, on aura une digital continuity, une continuité digitale entre tous les éléments, toutes ces vues du produit qui va nous permettre de, bien sûr, à chaque fois, traquer toutes les modifications et tous les changements qui vont opérer et les stocker quelque part où on pourra les trouver facilement. Donc, si on fait un focus sur la partie dont on parlait tout à l'heure, qui était la symétrie en fait de l'engineering dans le manufacturing, quel est notre point de départ? Notre point de départ, c'est bien sûr notre centre de gravité qui est le 3D. Dans le 3D là, on va définir la vue, on va définir on va dire les cotations, la conception, en fait la 3D du produit. Et quelle est la première étape dans Digital Manuf? On va créer ce qu'on appelle la MBOM qui, elle va permettre aux équipes de fabrication d'avoir ce degré de flexibilité supplémentaire pour définir leur propre vision du produit et y ajouter tous les consommables, tous les éléments qui ne figurent pas finalement dans la vue engineering pour avoir la vue la plus complète et avoir tous les sous-éléments qui correspondent à leur travail. Ensuite, on va consommer ces éléments-là pour définir la façon dont on va assembler, créer, usiner notre produit et finalement, on va allouer bien sûr des ressources à ces opérations-là. Tout ça pour répondre à 4 questions principales. Qu'est-ce que je produis? Comment et où je produis? Et comment j'optimise ma production? Et finalement, avec tout ce patrimoine, on pourra le pousser aux fiches d'instruction 3D qui vont nous permettre justement de supprimer le papier de notre atelier et pourquoi pas pousser aussi toute cette data qu'on vient de créer et capitaliser dessus en la poussant vers notre logiciel d'exécution. D'accord? Ensuite, on va passer à comment ça se passe exactement dans notre expérience et voir un peu à quoi ça ressemble fonctionnellement. Donc, le premier sujet, en fait, le premier sujet qui nous concerne et le point de départ pour le manufacturing, c'est la MBOM, la nomenclature produit. Dans un premier temps, elle peut suivre, en fait, comme elle peut suivre la structure de la IBOM, qui est la structure et la nomenclature issue du bureau d'études. Mais en fait, on se retrouve très souvent dans un cas de figure où ce n'est pas le cas. Une nomenclature de fabrication, la MBOM, elle va contenir toutes les pièces et tous les assemblages nécessaires pour construire le produit. Elle va bien sûr répondre aux exigences de production. Elle va inclure toutes les étapes de fabrication qui n'existent pas côté engineering et qui n'ont pas de sens côté engineering, donc tous les éléments semi-finis, toutes les étapes d'assemblage intermédiaire, les étapes de pré-montage, tout ça, on va le renseigner dans notre MBOM. Et ensuite, on pourra lui affecter, par exemple,
des exigences qui sont propres à la fabrication, notamment les cotes des assemblages semi-finis, enfin bien sûr des assemblages semi-finis comme ça peut être des produits semi-finis. Et en fait, vu qu'on a un lien étroit avec l'engineering, on pourra voir quels sont les éléments qui ont été consommés et qui nous viennent directement de notre engineering à travers des retours visuels très faciles avec les différents éléments, différentes fonctionnalités qu'on a dans 3D Experience. Et bien sûr, elle pourra aussi, vu qu'on est dans un contexte automobile, et que dans un contexte automobile, comme on l'a dit, les produits ne se ressemblent pas, on pourra transférer les configurations et les options qui existent dans le code engineering sur notre MBOM pour la filtrer et avoir bien sûr une MBOM pour chaque produit qu'on va assembler. Le second sujet, c'est, on a vu le process. Donc, une fois qu'on a créé notre MBOM, il faut qu'on crée nos gammes de fabrication. Au cours de cette étape, les méthodistes vont définir les opérations, ils vont les mettre, ils vont les organiser, ils vont créer des liens logiques entre les opérations, des liens des précédences. Peut-être des opérations vont commencer en même temps, peut-être certaines opérations doivent être finies, validées avant qu'on passe à d'autres étapes. Et ils auront toute cette flexibilité-là dans l'application des dés dans 3D Experience. Donc l'objectif principal de cette étape, bien sûr, est de décrire la séquence d'assemblage. Et une description de la séquence d'assemblage, c'est un Gantt, comme on le voit ici, et à travers le Gantt, bien sûr, on aura déjà une représentation de comment ça va se passer sur l'atelier. Et on pourra, bien sûr, affecter à chaque opération. On a différentes opérations pour répondre à différents besoins. L'élément principal et l'argument principal de cette approche-là, c'est qu'on aura une représentation 3D sur toutes les dalles que vous voyez ici. Donc, chaque dalle, c'est une opération. On aura une représentation 3D qui va représenter la séquence d'assemblage et elle va traduire le séquencement qu'on a défini avant. Et donc, le 3D qu'on va voir directement sur la dalle, s'il est faux, s'il y a un problème quel que soit, déjà, on pourra s'en rendre compte avec ce retour dont je vous ai parlé. On pourra bien sûr définir d'autres cas de figure. Si le résultat attendu n'est pas convenable, on pourra se définir d'autres éventualités et voir quelle éventualité répond au plus à nos attentes. Et bien sûr, au final, on pourra valider soit à travers le 3D, soit à travers le Gantt, comme on l'a dit précédemment. Et bien sûr, on pourra, comme on l'a fait pour la MBOM, comme on l'a fait pour la vue 3D de côté engineering, on pourra transférer les variantes et les options sur notre gamme de fabrication, comme on le souhaite. On t'a perdu, Zach, non? Ah, désolé, je parlais dans le vide. Oui. Je reprends, désolé. Alors, ce que je disais, c'est que on va passer maintenant à la définition de notre patrimoine 3D de notre atelier. Et on peut commencer de deux manières. Soit on scanne notre atelier et on importe une image de point, soit on peut le construire comme on ferait pour une pièce, comme on pourrait dessiner une pièce CATIA, ou bien demander à nos fournisseurs de nous fournir les 3D des robots qui nous ont fournis, des machines qui nous ont fournis. Et bien sûr, c'est des choses qu'ils ont, vu que c'est eux qui ont défini comment ils vont faire pour assembler ces robots-là. Et c'est des choses qu'ils possèdent et des fois, il suffit juste de demander. Pourquoi on va s'intéresser à cette étape-là? Déjà pour construire une hiérarchie entre nos ressources, avoir un leveling de ressources et savoir où est située chaque ressource. On peut avoir une représentation aussi 2D, on va dire un footprint qui va nous permettre, une fois qu'on a la représentation 3D, on peut imprimer un footprint qu'on va envoyer à un fournisseur pour déjà lui donner une idée de à quoi ressemble notre usine. Et en construisant tout ça, on peut déjà se rendre compte des problèmes d'agencement qui vont nous coûter très très cher si on fait face à ce genre de problème enfin pas au quotidien, mais si on est face à un problème d'agencement, ça peut coûter très très cher à l'entreprise.
Et bien sûr, on pourra se demander et faire des scénarios what if en utilisant les catalogues qui sont déjà à disposition sur 3D Experience pour se dire, bah, en fait, si j'ajoute potentiellement un conteneur ici, quel sera l'impact sur mon agencement? Si j'ajoute un robot ici, est-ce qu'il n'y aura pas de clash, etc., etc. Et ça nous permet de construire nos ressources. Et bien sûr, ces ressources-là, on ne les a pas construites, on va dire, pour rien. Parce que ces ressources-là, on va venir les affecter à la gamme de fabrication qu'on a définie un peu avant. Bien sûr, il faut garder en tête que tout ce qu'on fait ici, c'est des modèles de données qui se parlent et qui sont connectés. Et la ressource que j'ai définie dans mon layout, je vais l'affecter à mes opérations avec des simples glisser-déposer dans la 3D Experience. Donc, pourquoi je vais faire ce travail-là, déjà pour savoir qui fait quoi et déjà comment je fais pour réaliser ou pour fabriquer mon produit. Ça va me permettre de définir les taux d'utilisation de mes ressources. Est-ce que j'utilise ma ressource à 100%, 75%? Est-ce qu'elle est rentable, cette ressource? Je vais pouvoir, s'il y a des goulots d'étranglement, si une ressource est utilisée à plus de 110, 150%, rééquilibrer ma ligne, potentiellement en décidant soit d'acheter une ressource supplémentaire, soit d'ajouter 2 ou 3 personnes. Ça va dépendre vraiment du cas de figure. Et bien sûr, j'aurai un Gantt, comme pour la partie fabrication, comme pour la partie gamme de fabrication, croisé avec pour voir que fait chaque ressource, etc., etc. Donc, une fois On t'a perdu à nouveau. pardon, c'est un peu embêtant. Mais je disais que une fois que j'ai défini à la fois ma MBOM, ma gamme de fabrication et mes ressources, je peux me poser la question de est-ce que tout ce que je viens de définir ne va pas me créer de clash, ne va pas y avoir des interférences? Est-ce que, par exemple, le siège que je vois ici s'assemble très bien dans la zone d'assemblage? Est-ce qu'il n'y aura pas de clash? Est-ce que si j'utilise une ressource pour extraire le siège, ça ne va pas engendrer des problèmes d'encombrement? Et je peux, à partir de l'opération que j'ai définie au préalable, créer une animation. Et cette animation-là, va être mis en contexte, le contexte que j'ai défini avant. Et bien sûr, s'il y a des clashs, elle peut potentiellement me proposer des trajectoires intermédiaires où cela est possible et n'engendre pas des problèmes lors de ma phase d'assemblage. Vient finalement l'étape, enfin on va dire le résultat de tout ça, de tout ce que je viens de définir, qui sont les fiches d'instruction. Les fiches d'instruction 3D. Donc, imaginons que vous soyez pris de nostalgie et que vous retrouviez une collection de Lego sous votre lit et que vous disiez, ah tiens, je voudrais bien assembler ces Lego-là. En fait, déjà, vous allez vous rendre compte que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué au Lego et que la notice d'assemblage, vous l'avez peut-être perdue. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est le gros problème déjà des notices papier parce que ça se perd. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on se pose la question sur les transferts de compétences et dans l'atelier. Mais aussi, le papier, on essaie de plus en plus de le supprimer de nos ateliers. Et donc, avec les instructions 3D, et déjà le 3D, c'est un langage, comme on le disait, c'est un langage universel. Tout le monde comprend le 3D. On va pouvoir mettre de moins en moins d'instructions textuelles. Pourquoi? Parce que potentiellement, si on veut traduire nos instructions textuelles, et si on a des collaborateurs qui, par exemple, ne comprennent pas le français, bah, c'est déjà un problème. Plus on réduit les textes, moins on a de choses à traduire et plus ça parle à tout le monde. Et avec 3D, avec les instructions 3D, on va pouvoir ajouter des annotations directement dans un contexte
dans un autre contexte qui potentiellement, on peut imaginer qu'on va commencer à produire les fiches d'instruction avant même d'avoir une usine, avant même d'avoir un poste de travail, avant même d'avoir la pièce. Ça peut nous permettre d'accélérer la lancée, la mise en marché de nos produits, avec ce que je disais, notamment les instructions textuelles et les annotations 3D. Et notre collaborateur peut directement, sur une tablette, aller visualiser toute la legacy qu'on lui a fournie. Et vu qu'il est déjà dans un contexte 3D, s'il a vu qu'on lui a défini, c'est pas une photo figée, s'il a vu qu'on lui définit ne lui convient pas, il peut très bien changer de point de vue et voir ce qui se trouve, par exemple, derrière le poste de travail, comme on le voit ici à l'écran, pour justement avoir l'information la plus optimale à ses dispositions. D'accord? Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer concernant les fonctionnalités dans 3D Experience. On va conclure très rapidement le contenu de notre session. En fait, tout ce qu'on vient de voir ici, c'est la partie digital manufacturing de Delmia. C'est simplement la partie digital manufacturing, donc ce qui est relatif à la fabrication, aux gammes et aux ressources. Bien sûr, il existe aussi, on a aussi une autre suite qui est la suite destinée, on va dire, au digital twin, aux jumeaux virtuels, qui elle va traiter plus tout ce qui est les aspects robotiques, simulation de flux, etc. etc. J'espère que ce que je vous ai montré ici va vous permettre déjà d'avoir une idée de l'état de l'art aujourd'hui, de ce qui est possible dans un outil où la continuité digitale est assurée. Et je laisse bien sûr Franck vous parler des packaging dont on dispose déjà, qui pourront vous permettre de commencer dès aujourd'hui à travailler et à adopter cette philosophie-là. Merci Zacharia. Donc effectivement, aussi bien chez Dassault Systèmes que chez Keonis, il y a des offres packagées qui sont disponibles. On est en bas à gauche du transparent, donc on a mis au point des méthodologies qui permettent de mettre en place ces modules de 3D Experience de façon standardisée. Et on a la possibilité, bien évidemment, aussi de customiser par rapport à vos besoins qui peuvent être spécifiques. Mais dans un premier temps, on peut mettre en place ces sujets-là assez rapidement au travers de ces offres. Et comme vient de le dire aussi Zacharia, il existe un certain nombre d'offres packagées, aussi bien pour satisfaire les besoins autour de la digitalisation de l'atelier, comme on vient de voir aujourd'hui, mais aussi pour définir des jumeaux virtuels de l'usine. On peut aller jusqu'à la simulation complète d'une usine, en passant par des packages dédiés au monde de la robotique ou au monde de la simulation des machines-outils. Donc un certain nombre de choses qui sont assez puissantes qui existent aujourd'hui en catalogue. Et pour continuer sur cette thématique, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à rejoindre la communauté 3D Experience de Keonis. Vous y trouverez un certain nombre d'informations, des démonstrations, vidéos, concernant aussi les offres de déploiement dont on vient de parler à l'instant, qui sont accessibles aujourd'hui sur cette plateforme, donc sur notre site web. Je vous propose de maintenant passer à la session de questions-réponses. Vous avez dans votre panel GoToWebinar un endroit spécifique pour ces aspects questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser quelques questions et on y répondra en live dans les 5 à 10 minutes qui viennent. Donc, pas de questions pour l'instant. Aussi, des personnes veulent prendre la parole aussi, n'hésitez pas. Il faut libérer les micros, je crois. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, bah, apparemment, c'est qu'on a été très clair. Donc, si pas de questions, n'hésitez pas aussi à revenir sur le site web pour revoir en replay les différentes sessions qui ont eu lieu cette semaine. Celle-ci donc sera enregistrée et a été enregistrée et sera aussi disponible dès que possible.
Je vous souhaite une excellente journée. Merci Zakaria pour la présentation. Et puis donc, à très bientôt sur notre site web ou si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter directement. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.